Football Group. Il a été président là, dans Makes cette. sense. Donc, tu sais, il y a tout ce. Il arrive. Surtout les couleurs des Panthers, là. Je veux dire, c'est pas. Aussi. Non, ça surtout. aide aussi. C'est genre, Ça c'est pas. ouais. C'est par rapport à l'ancrage Sid régional. me corrige sur la NFL. Il est comme, you don't know nothing. Non, mais c'est pas. Non, dans une ligue où il y a quand même New York City FC, je veux dire, ils sont pas bleus et noirs parce qu'il y a un lien avec Manchester City. Ils sont bleus et noirs parce qu'il y a un lien avec les Panthers. C'est ce qui est logique. Ouais. Et puis, pour comparaison seulement, là, je suis allé voir la population métro de Charlotte. C'est 2 fois plus petit que celle de Montréal. Donc, oui, ils vont mettre beaucoup de sous, mais c'est pas parce que c'est Dallas. Là. C'est parce qu'ils croient au projet. Puis, clairement, ils ont une vision qui s'approche beaucoup plus aux gros clubs, même s'ils arrivent comme ça en 1, ils n'ont pas du tout la vision que peut avoir Montréal. Puis, je vais vous présenter disons, 11 partants avec les joueurs que cette concession-là est en train de bâtir. Ils sont déjà en 11. Pour répondre à Pat, c'est du gazon. Pour le stade. Bank of America Stadium. Bank of America. Bank of America. C'est classe. J'aime ça. Mon Dieu, vidéo. Et voilà. It smells money. Est-ce que c'est Odegaard? C'est qui ils ont? C'est Odegaard ou Sanchez. C'est l'entraîneur. Déjà, l'entraîneur de Charlotte FC, il y a un pédigré assez intéressant. Là. C'est un Espagnol. Là, par ses acquisitions, on voit l'influence espagnole, mais c'est un jeune entraîneur qui, oui, il s'est formé dans les académies en Espagne, mais rapidement, il est parti de l'autre côté là, de l'océan, est allé en Équateur, coaché Independiente del Valle, et il a remporté comme son premier projet senior, si on veut, là, la Copa Sudamericana, qui est l'équivalent, disons, de la Liga Europa en Europe. Donc, c'est un coach qui... il n'a pas l'air commode en plus quand tu le vois. Non, oui, exact. Puis après, il est allé au Brésil. Ça, c'est un peu... au Brésil, ils ont tendance à couper les coachs rapidement quand ça ne fonctionne pas. Après une élimination en Coupe nationale, il a perdu son poste. Et on voit l'influence espagnol de son effectif, puis on voit aussi une stratégie complètement différente. Là, on va chercher des joueurs, pas nécessairement des jeunes, c'est des joueurs établis et on n'a pas peur de payer des frais de transfert. Là. Ouais, déjà, l'équipe, elle est chère. Puis ils ont déjà commencé, là, vu que cette concession-là était censée commencer la saison passée, il y avait des joueurs qu'ils avaient déjà acquis en forme de prêt, comme par exemple un Christian Fuchs, celui de Leicester. Ouais, pour ceux qui sont à l'audio, Nilton a affiché un 11 partant potentiel de Charlotte FC. Et en fait, on a aussi les montants de chacun des joueurs, donc les montants pour lesquels ils ont été acquis. Et le club de provenance. Donc tout ça est affiché dans un 11 partant. Et il y a de l'argent qui est dépensé. Il y a eu quelques acquisitions. On l'a vu là, lors de l'expansion. Il y a eu quelques acquisitions avec du gamme, mais généralement, c'est des joueurs qui proviennent de l'extérieur. Ils n'ont pas eu peur à aller chercher aussi des joueurs établis. Un des premiers joueurs que le directeur sportif Goran Kennetta a été allé chercher, c'était un joueur qui provenait de la Ligue d'Australie, Riley McGree. Et il l'avait acquis pour 400 000 $. En le prêtant, un an plus tard, le joueur ne voulait plus revenir en Amérique. Avec ce joueur-là de 600 000 $, il a vendu 4 millions. Déjà là, il s'est fait un buffer sans jamais jouer une game. Wow. Il a réussi à faire un bon coup d'argent. Et là, juste pour donner des noms comme ça, là, à part celui de Darwin Marchi qui devrait arriver dans cette semaine, qui va coûter autour de 5 millions en transfert seulement. Il y a Karol Siderski, un attaquant de la sélection polonaise qui provient de PAOK. Lui aussi, c'est un autre 5 millions. Il y a quelques joueurs en prêt sud-américains qui arrivent soit du Brésil, en Alan Franco ou Christian Ortiz qui provient du Mexique. Ouais, on a dit tantôt, le vétéran, il est allemand. Hein? Non, Fuchs, il est autrichien. C'est une très bonne prise parce que je pense que c'est un gars, c'est drôle, avant même que comme...
faut que je retrouve un article qui parlait déjà de Charlotte depuis quand même un très bon Oui, moment. oui. Genre, Il fait de la Christian business, Fuchs. c'est un entrepreneur, lui. Ouais, exactement. Donc, je pense Ah. que dès que la franchise a été officialisée, ben, c'est comme un no-brainer qu'il y aille. Puis non, franchement, il a 35 ans, certes, mais il a quand même une bonne expérience internationale, a gagné la Premier League, comme tu as dit, avec Leicester. C'est un bon latéral qui Et va oui, puis c'est des apporter. montants, il y a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, rapidement que je vois comme ça, qui ont coûté 1 million et plus. C'est pas du tout une façon de faire. Et pas nécessairement des joueurs jeunes avec valeur de revente. Il y a des joueurs établis. Là. Je pense pas que, comme Darwin Maché, lui, il me fait beaucoup penser à Joseph Martinez. C'est pas seulement parce qu'il provient du Venezuela, mais c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel en Europe. Ça n'a jamais été tout à fait ça. Martinez aussi, là, il a galéré un peu là, en Europe avec l'équipe italienne. Ça fonctionnait plus ou moins. Il arrive ici, boum, il plante 25-30 buts. Il pourrait avoir le même genre d'impact dans cette concession-là. Moi, quand je vois Charlotte comme ça, un club qui arrive avec une philosophie très, très nouvelle là, pour la MLS, ça m'inquiète pour moi. On a l'habitude d'aimer notre club et dire qu'on va faire les playoffs, tout simplement. Quand on voit un club comme ça, ouais, c'est pas si évident que ça. C'est une équipe d'expansion, mais c'est une équipe déjà avec un plan très, très, très clair pour performer dès l'an 1. Avec des joueurs d'expérience. Ouais. Souvent, on dit oui, certaines équipes vont aller chercher des stars, puis après, c'est des joueurs médiums. J'ai trouvé, Neil, excuse, je t'interromps. Hein, je viens de trouver, en fait, Fuchs, le directeur sportif de Charlotte FC, c'est Zoran Kerneta, c'est un Serbe. Exact. Et il travaille aussi avec un special advisor qui s'appelle Steve Walsh. Et ce monsieur Steve Walsh a joué un rôle prépondérant dans l'assemblage de l'équipe de Leicester qui avait gagné en 2015 et 2016. Donc, Steve Walsh, en fait, a fait appel. Il est dans l'équipe de Charlotte, dans l'équipe du directeur technique, et a fait appel à Fuchs. Et Fuchs, comme il disait dans l'interview qu'on peut voir sur MLS Soccer, il a dit que c'était... dès que Walsh a fait appel à moi, je me suis dit, c'est sûr que ce gars-là, il construit quelque chose de bien. Donc, voilà la connexion. Ce qui est juste pour dire, pour ajouter à l'inquiétude de Newton, c'est que Charlotte joue dans l'Est. Hein. Juste pour dire. Ouais. Il joue pas dans l'Ouest. Donc, sa femme est américaine à Fuchs, et ses enfants vivent à New York. Ouais, ça fait un bout qu'il fait de la business, lui. Quand j'ai découvert l'histoire, quand tout le monde il était déjà en mode business à New York City. Donc voilà. Donc, un club à surveiller comme ça, là, on voit beaucoup les grosses acquisitions, là, comme Toronto, on en a entendu parler, ou même aujourd'hui, lundi, il y a un nouvel attaquant espagnol qui arrive pour remplacer Altidore. On entend les folies, je pensais que c'était terminé, là, les pré-retraités, mais lui, dans son cas, à TV, c'est peut-être plus que pré-retraité, qui se magasine un club MLS. On parle de DC United, Minnesota et je ne me souviens plus du troisième club. Carlitos. Ouais, c'est un peu bizarre. Je pensais que c'était terminé, ce genre de truc. Ouais, parce que lui, Carlitos, on est vraiment dans la fin, là. Genre, il a déjà fait une pré-retraite en Argentine. Ouais. Là, il va faire quoi? Ça en fait quelques-unes, là. C'est ça. Donc, je ne trace pas du tout, là. Je le trace pas du tout. Mais sérieux, c'est vraiment intéressant. Puis tu vois que c'est un modèle qui, tu sais, depuis le début, tu parles d'Atlanta. Puis Atlanta, ça a été clairement un modèle de réussite. C'est une équipe en même pas 3 ans, ils ont été champions. Mais ça a Atlanta marché. a complètement défait la prémisse de on est un club d'expansion, on ne devrait pas gagner. Je me souviens en 2012, là, les commentateurs n'arrêtaient pas de nous taper sur la tête parce que c'était le modèle nord-américain. Club d'expansion en Amérique du Nord, ça veut dire, puis c'est avant Vegas. Là. Club d'expansion en Amérique du Nord. J'allais dire que Vegas, maintenant, en plus, a rajouté une autre dimension. C'est 5 ans de misère. Puis on avait beau expliquer au monde, non, c'est des joueurs de soccer, il y en a partout. Je veux dire, tu n'es pas limité à ta ligue. Tu peux te former une équipe championne. Après, si tu as l'argent pour le faire. À Vegas, ça a changé. La prémisse a changé parce qu'ils ont eu un modèle de draft, d'expansion. Parce que la Ligue a compris que ça n'avait aucun avantage à faire ça. C'est ça. Mais en MLS, comme tu dis, c'est vrai qu'ils ont accès à plein de joueurs. Il suffit de bien s'entourer. Les propriétaires, ils se sont bien entourés. Ils ont pris un staff compétent.
puis d'aller chercher justement le Steve Walsh qui était vraiment impliqué dans l'édition de Leicester de 2015-2016, qui est champion d'EPL, qui a choqué le monde entier. De prendre ces joueurs-là, de prendre ce staff-là, puis qu'eux, ils travaillent bien dans l'ombre en prenant... C'est intelligent de prendre un joueur, Mais, tu sais, ouais. le Darwin. Mais Charlotte, je trouve, eux autres, ils misent sur... tu sais, au lieu de demander aux partisans de venir, d'être patients, et on va se construire une équipe ensemble, à la limite, eux, c'est non, on va te proposer tout de suite un produit top. Non, mais Dans une arena top. Et c'est pas en vendant des joueurs nécessairement qu'ils vont faire leur argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est donner un produit de qualité. Et ils se disent qu'ils ont le marché pour faire vivre ce marché, cette équipe de qualité. Oui, c'est une mentalité totalement différente de la nôtre. Puis ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. J'en avais beaucoup parlé de ça. C'est quelque chose il faut comprendre que comme Charlotte, c'est une belle ville. Je veux dire, la température, c'est agréable. Il faut prendre ça en compte. Un joueur qui quitte Grenade, il va pas venir genre à Montréal. Non, mais il faut comprendre, comme la température à Grenade et la température à Montréal, c'est pas la même chose. Puis c'est quelque chose qui avantage vraiment ces équipes américaines qui s'installent justement. Mine de rien, Austin, je crois pas qu'Austin a comme une culture du c'est juste, mais c'est dans un contexte où toutes choses étant égales par ailleurs. Sinon, tu n'aurais pas les meilleurs joueurs du monde qui iraient en Angleterre. Donc, ça va aussi dépendre d'autres paramètres. Mais là, il y a de l'argent. Exactement. C'est pour ça qu'il y a toujours d'autres paramètres qui font en sorte que, on peut pas... le climat, je veux dire, c'est exactement si tu es dans les deux situations où c'est pareil, mais là-bas il fait plus chaud, ok, tu vas choisir ça. Mais lorsque tu n'as pas ce type d'outils dans ta boîte pour vendre un projet, tu peux accentuer sur d'autres affaires. Et si on prend le cas de Montréal a d'autres qualités à faire valoir. Donc ce sera pas. Et encore qu'on dit c'est pas le soleil, il fait tellement beau notre été, on n'a pas à se plaindre, mais tu as d'autres qualités, d'autres qualités à faire valoir, tu vois. Même par rapport à ça, tu peux vendre l'hiver, qui, de toute façon, c'est pas les moments où il reste le plus longtemps à Montréal, hein, dire décembre, janvier, bon bref. Mais je pense que il y a aussi le fait que n'oublions pas qu'il y a des LFC très bien, donc, qui sont pas reliés à des franchises NFL. Tu as du Atlanta, mais tu as aussi du Cincinnati. T'as aussi du Minnesota où c'est un peu plus long de mettre en place. Cincinnati, je pense la ville et en soi, je pense que tu me donnes le choix, je vais vivre à Montréal qu'à Cincinnati. Non, pas par rapport à ça, on est plus dans les vivres rouges. Comme c'est trop compliqué. Il y a trop de choses à prendre en considération pour parler de ça. Dans les questions de modèle, même pour des équipes d'expansion, tout le monde ne rentre pas avec fracas comme l'a fait LAFC ou Atlanta. Parce que pas tout le monde en a les moyens. C'est ça, donc il y a quand même des équipes qui sont rentrées un peu plus modestement dans la ligue, même si Minnesota, je l'ai mis un petit peu entre parenthèses parce que c'est un nouveau stade, non? Sportivement, c'était pas trop ça, mais on sent que les investissements ont quand même été mis, et t'as l'impression quand même qu'ils veulent investir fortement et tout à fait par rapport à leur stade qui s'en resserre aussi. Puis le staff en place, il y a une grande différence. Atlanta United, ils étaient clairement bien préparés, ils avaient tous les réseaux avec tous les Argentins et tous les Vénézuéliens, boum. Et ils ont pris, puis ils se sont entourés d'une organisation déjà prête. Exactement. Alors que Montréal, malheureusement pour eux, quand c'est arrivé en 2011-2012, c'est que ils pensent, comme tout le monde l'a dit, ils pensaient que c'était la NASL+, on va être prêt. Ça aurait pu marcher s'ils étaient minimum sérieux. Mais Montréal revient cette année, si Montréal refait une expansion puis ils viennent en 2019-2020, ils ne feront pas la même erreur. Ils vont s'entourer de gens beaucoup plus compétents, avoir beaucoup plus de gens autour de la sportive. La sportive, c'était quoi? C'est Joe Saputo et Nick DeSantis, c'était juste ça, mec. Et les agents. C'est invivable. Je pense que le problème... c'est invivable maintenant, dans les années 2000. Après, dès qu'Orlando est venu, mais 2013, par exemple, ils font une bonne saison sportive. Donc, en fait, c'est le problème de... Pardon? Oui, c'est une bonne saison sportive. Très bien. Okay, mais en fait, je pense que le problème... Mais moi, je parle de structure sportive. Tout à fait, tu as raison. Il y avait juste 2 personnes. Sachant que mon point étant que on peut plus comparer ça. En fait, c'est des non-sens parce que la ligue de 2012-2013, c'est plus du tout la même ligue. Donc en fait, le truc c'est que. Ok, vas-y. Non, vas-y, poursuis. J'ai pas comparé, mais non, vas-y. Donc bref, en 2012, tu peux faire ce qu'ils ont fait. Et la preuve étant qu'en 2013, ils ont une très bonne saison sportive. Donc maintenant, aujourd'hui, en 2019, quand tu dis comme Montréal, ils font pas la même erreur. Montréal, de ce qu'on sait, de ce qu'on comprend de l'écosystème, Montréal ne rentre pas dans cette ligue en 2019.
Oui, mais ok. Moi, Ouais. Non, mais moi je je veux me dire, dis, mais non, mais je veux Sid, dire, pour, comme pour aller encore plus loin, pour aller vas-y. encore plus loin, ce que tu dis, Sid, si Montréal n'a pas de concession, tu sais, en 2016, 2017, ils sont toujours pas dans la MLS. Ils n'ont pas. 100%. Ils sont. 100%. Moi, quand je vois Il n'y Charlotte. a rien aujourd'hui qui peut vous indiquer d'un point de vue de l'économie et de la vision que ont toutes les parties prenantes, municipales, fédérales, provinciales, je dirais même partisans un peu, là, même les partisans. Et les partisans, parce que comme j'ai déjà vu comme les commentaires, je sais pas si on en parlera dans le tour du cadre, mais bref, il y a quelques commentaires sur Nashville et son étude économique. Mais oublie, Montréal, ils ont, je veux dire, genre. Moi, la vidéo que je t'ai présentée. C'est impossible que Montréal, en 2019, il rentre même pas. Quelle structure ou pas. Quand je présente la vidéo, là, ça a été un choc là, pour moi. J'ai fait oh merde, on est dans le trouble. Tu sais, si un club d'expansion à Charlotte, on s'entend, je sais, Reg, là, la température, tout ça, là, mais si Montréal, une des 3 méga-villes du Canada, là, puis une grosse métropole nord-américaine, si on est dans le trouble face à Charlotte, c'est décourageant. Là. Comment ça se fait, là? On est censé d'avoir une structure, on est censé proposer un produit. Ouais, mais moi, je compare tout le temps, je me dis tout le temps, tu compares Montréal, tout ça par rapport à la ville. Moi, je dis quand même Charlotte, on dit Charlotte. Mine de rien, Charlotte a une équipe d'NBA, Charlotte a une équipe d'NFL. On parle de grosse ligue, il y a de l'argent, il y a des moyens qui sont mis. Fait que Montréal, aussi gros que ça, Montréal n'a pas de ville d'NFL. Puis ça, c'est comme c'est des locomotives avoir une équipe d'NFL et une équipe d'NBA. Ça ramène de l'argent, ça ramène des sponsors, ça ramène du public. Alors que quand tu as juste une équipe de hockey, puis tu n'as pas d'autres sports, sachant que le hockey n'est pas un sport majeur aux États-Unis, ben là, tu te retrouves malheureusement avec t'as beau faire beaucoup de choses pour grandir ton équipe, ben, part avec un désavantage, tu vois. C'est pour ça que même Cincinnati, quoi, il y a les Bengals, je pense pas qu'ils ont une équipe d'NBA, mais même la NFL, c'est tellement gros aux States, que comme si t'es avec une équipe d'NFL, pas que tu as un avantage, mais tu as déjà un petit truc qui t'aide un peu à grossir, tu vois. Les poches sont profondes à l'intérieur d'un marché MLS qui s'ouvre à l'international de façon systématique, dans le genre 5 millions vas-y, on achète. Mais notre NFL à nous, c'est l'Organisation des Canadiens. T'sais, on a les Canadiens. Oui, mais c'est pas aussi gros, Neil. C'est pas aussi gros. C'est gros au niveau local et national, mais c'est pas aussi gros. Oui, mais je pense qu'une équipe comme les Canadiens, pas une équipe de hockey, mais comme les brand canadien peut faire l'équivalent d'un Panthers de la Caroline. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, un équivalent d'un Panthers, je te suis. Puis là, maintenant, le seul manque que tu aurais, si disons que le Canadien aurait été une locomotive, c'est l'intérêt pour le soccer, qui est inexistant. C'est sûr. Qui est inexistant. Un groupe comme celui, genre comme je suis à distance, parce que ça ne m'intéresse pas, un groupe comme celui des Bronfman là, qui ont cherché à mettre en place une équipe de baseball, il n'y a pas, cet équivalent-là au soccer. Il n'y a pas. C'était Joey. Si ce n'est pas Joey sa photo, c'est personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va se battre pendant des années, quitte à avoir la moitié de ses matchs de l'autre côté du continent, je ne sais pas quoi, pour mettre en place une équipe de baseball. Il n'y a personne d'autre qui fera ça. C'est sûr. On n'a pas d'équipe de la CPL, donc ça dit tout. Donc, je te suis dans l'idée que dans une espèce de MLSI, Bell, le Canadien, Evenco peut être une locomotive, mais derrière le wagon qui va s'appeler soccer, il est vide. On a mis le charbon dedans. Il n'y a aucun altruisme de millionnaire qui voudra s'impliquer, même pour passion, puis au pire, perdre de l'argent pour les riches, ça ne dérange pas parce qu'au niveau comptable, ça aide. Quoi. Avoir une entreprise qui perd, c'est bien pour la comptabilité, à foyer, mais ils n'ont pas cette passion. Ils disent, tant qu'à perdre de l'argent, je vais perdre de l'argent. Justement, on est encore là. C'est même pas de l'altruisme. C'est-à-dire que dans le sport numéro 1, comme lequel il y a le plus d'argent qui génère, ici, on pense que c'est faire du bénévolat, d'être dans le soccer. Il n'y a personne qui a la vision commerciale de se dire c'est le sport et comme je vais m'y investir. Personne n'a ça. Personne. Ça rejoint ton point sur des U6 et des Team Beats et de la Soccer Mom et puis that's it. Puis c'est plate. Puis on a une chance unique. À un moment donné, en 2010, quelqu'un s'est dit ouais, tu sais, viens, on va là-bas.
Puis ils sont y allés. La chance, parce que la porte, elle serait pas réapparue. Puis on y est, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, puis on a un assez gros marché pour pas se faire kick-out, malgré que tout ce qu'on entend depuis 10 ans, comme d'un point de vue télévision, même par rapport au positionnement de la ligue, ça fait beaucoup de sens d'avoir une équipe comme Mais il va falloir step up rapidement. Non, c'est certain. Comme ça, on se rejoint. Mais je partage pas les visions catastrophistes parce qu'il y a un intérêt à la ligue pour un marché comme Montréal. Maintenant, oui, puis en plus, avec la sélection canadienne qui va bien, il faut s'étendre. Ça fait partie, oui. Mais quand tu regardes ces nouveaux venus, tu dis, hey, gang, let's go. Là. Moi, mon réflexe, quand j'ai vu Charlotte, là, la première chose que je suis allé faire, c'est regarder la cote de Charlotte. Dire, OK, personne ne veut venir, Charlotte. Tout le monde est comme moi. Là. C'est comme, Charlotte, ils sont à 2000. Merde, non. Charlotte est déjà devant Montréal pour la MLS Cup de cette année. Non, ça soit non. Après j'ai envie de dire la MLS, ils respectent pas Montréal non plus. Ouais, donc, mais c'est pas la MLS qui décide des cotes, là. C'est les bookings, c'est les parieurs, là. C'est toi et moi, là. Si personne gage sur Montréal, c'est pas de la faute de Montréal. C'est vrai. C'est de la faute de ceux qui font le club de Montréal, mais c'est vrai, mais non. Bref, il n'y a pas d'argent à faire sur Charlotte. Il est trop tard, ils ont prévu le coup. C'est abusé. Ils n'ont pas joué un match, ils sont déjà bien. C'est fou. Hein, je sais plus c'est quoi le mot là. C'est le biais de récence là. Tout ce qui est récent est beaucoup plus joli et tout ça. Quand tu mets le 11 contre 11, là, tu fais je prends eux. Mais oui, mais en fait, je connais rien sur ce coach. Tu peux avoir un gros fact team, ils ne savent pas jouer ensemble. Puis peut-être ils vont se prendre 65 buts, puis en marquer 40. Oui, c'est vrai, il n'y a aucune garantie. Mais c'est ça. Donc par rapport à ça. Mais oui, par rapport à Charlotte, là, je trouve ça un très bon topo par rapport à ça. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est que je pense que c'était quoi la première franchise qui m'a fait dire wow, ok, le marché a changé. Je pensais à Orlando. C'est Orlando qui a commencé. C'était avant que Kaka vienne, en même temps que Kaka vienne. Mais quand Orlando est venu, genre, j'ai commencé à mettre de l'argent. J'ai commencé à voir la filière colombienne et brésilienne qui est arrivée. Et comme vous avez dit, c'est Atlanta qui a vraiment mis le feu. Ouais. C'est Atlanta qui a mis le feu à la forêt parce que ça, le fait que. Ce qui m'a choqué, c'était Almiron. Comment prendre un titulaire d'une équipe sud-américaine qui était dans le viseur de beaucoup de clubs européens. I was like, OK. C'était vraiment le cas? Parce qu'il venait quand même, c'est un international paraguayen. Le Paraguay, ils n'ont pas non plus. Depuis Chilavert, c'est pas une sélection le Paraguay, le Paraguay, c'est pas le Venezuela. Ouais, mais après le Venezuela aussi là, il surfe sur comme une équipe de jeunes qui a très bien fait dans les compétitions de jeunes, genre dans les coupes du monde, de jeunes. Puis je pense que comme ils ont été assez intelligents à Atlanta, je sais pas si tu as une diaspora genre vénézuélienne, mais ils ont été très intelligents de piocher genre dans ce batch de joueurs. C'était quand même choquant. C'était quand même choquant. Almiron, je le connaissais pas trop, mais tu me dis paraguayen. C'est pas le Venezuela, Paraguay quand même. Le Venezuela, c'était vraiment. C'était le cousin pauvre là, qui faisait rien en Amérique du Sud. Alors que le Paraguay, il avait une certaine histoire. Oui, ça allait beaucoup moins bas depuis un bout. Et c'était quand même super facile de prendre un jeune qui aurait pu. Le parcours d'Almiron, il aurait dû aller à Gênes ou en Série B ou en Ligue 1, par exemple. Jamais il passerait par la menace avec un gros transat pour ensuite se faire vendre à la Newcastle United. Oui, non, c'est fou quand même. Non, on l'a vu ce qu'il a fait à Menace, Almiron, il marchait là. Il marchait, mais il courait trop vite, il driblait trop vite, puis c'était assez fascinant. Le Paraguay a gagné 2 fois la Copa América, juste pour te donner un ordre d'idée. Le Venezuela, 0. Venezuela, c'est vraiment le. Paraguay ont été 6 fois finalistes, ils l'ont gagné 2 fois, en 53 et en 79. Même la belle période de Chilavert, ils n'ont même pas gagné. Ils n'avaient pas de Ronaldo puis Rivaldo là. Bon, Nilton, tu vas nous. Alix, il revient avec ses commentaires qui sont intéressants là. Joey, dans le 0 entrevue, on ne sait même pas c'est quoi sa vision. On pourrait s'essayer avec Joey. On lui demande une entrevue. Go. On pourrait. Let's go. J'ai coaché son fils, pourquoi pas. T'as coaché son fils? Il commence avec lui. Au parascolaire. Parabéns. Bon, une petite pause publicitaire, puis on revient avec du foot. Allez, à plus tard.